Il y a une première grande étape qu'on pourrait appeler la première phase ou la première vague de colonisation, où la France intègre dans son système impérial un certain nombre de territoires du Nouveau Monde. Alors, une partie du nord de l'Amérique, mais aussi, surtout, un certain nombre d'îles de la Caraïbe. Les chroniqueurs de l'époque racontent que les habitants de ces îles, les Amérindiens, Arawaks et Caraïbes, sont décimés par la violence des conquérants occidentaux et par les maladies qu'ils leur transmettent. C'est ainsi qu'au XVIIe siècle, la France peut affirmer sa présence dans cette partie de l'Amérique en s'emparant de la Guadeloupe, de la Martinique, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Ces nouveaux territoires deviennent possession de la France. Et ces territoires vont être utilisés pour développer une production qui est extrêmement demandée à l'époque en Europe. Et n'oublions pas qu'à l'époque, l'activité principale que l'on cherche à développer, c'est le commerce national, le commerce international. Donc, ce produit, c'est le sucre. Le sucre qui vient de la Méditerranée est arrivé avec la colonisation européenne dans la Caraïbe. Ce sucre, il faut le produire. Et les premiers colons européens ne se révèlent pas du tout aptes à la tâche. On a bien tenté d'en faire venir pour habiter dans les îles, mais alors voilà, ils tombent malades, ils ne supportent pas le climat, ils ne supportent pas des fois l'éloignement. C'est assez commun au XVIIe siècle de faire 1, 2, voire même 3 colonies avant d'en trouver une où on peut vivre. L'idée, c'est de faire venir des Africains dans les îles à sucre pour pouvoir récolter, fournir, transformer, enfin bref, faire ce que ni les Européens avant eux, ni les Amérindiens n'ont pu faire. Produire de façon régulière et continue du sucre. Pendant 3 siècles, ce trafic humain fera la preuve de sa redoutable efficacité. 12 à 15 millions d'esclaves africains seront vendus dans les Amériques. Du XVIIIe jusqu'à la moitié du XIXe siècle, 1750 bateaux sont armés dans le seul port de Nantes, qu'ils quittent chargés de produits manufacturés. Des tissus, de la pacotille, des armes, de l'alcool sont échangés sur les rives du Bénin contre des esclaves raflés par des rabatteurs africains et français. Ce matériel humain est acheminé ensuite vers les Antilles. De là, les bateaux retournent en France chargés de sucre, de café, d'épices et de métaux précieux. 42% du commerce triangulaire français se fait à partir de Nantes. Lorsqu'on charge un bateau en Afrique, il faut pouvoir entraver sans mettre en danger le bateau. Il faut les emmener rapidement loin des côtes et pour les désespérer, il faut qu'ils montent sur le pont, s'apercevoir qu'il n'y a plus aucune côte en vue. Ça suffit à désespérer. Une fois qu'on vous a bien désespéré, que le mal de mer, la nourriture, les danses qu'on vous fait faire dans certains cas pour vous maintenir en forme sur le bateau, pour éviter la fonte musculaire, les plus forts survivent et arrivent pour être vendus dans les îles. On a affaire à des îles. Évidemment, l'essentiel de ce dont on a besoin pour faire fonctionner la société, pour nourrir la population, les esclaves, etc., est importé. Donc ce sont des sociétés basées sur l'importation et l'exportation. Il n'y a pas d'économie interne. Et c'est une société esclavagiste. Ça veut dire qu'il y a d'un côté des maîtres, qui sont des blancs, des Européens. À la Martinique, on les appelle des béquets. En Guadeloupe, on les appelle des blancs créoles. Et de l'autre, les esclaves. Et les îles sont plus propices pour contrôler une population esclave, nécessairement plus nombreuse que les maîtres. Il y a un maître blanc pour 7, 8 esclaves africains. Donc tenir une telle population dans une production qui est extrêmement difficile,
car la production sucrière est une production du type industriel. Toutes les opérations de la production sucrière peuvent être organisées en ateliers comme dans une industrie. Ces ateliers sont situés sur des propriétés qu'on appelle partout habitations. Chaque habitation occupe en moyenne une surface de 400 hectares sur laquelle travaillent environ 150 esclaves. Ils vivent confinés dans des cases à nègres et le maître, un colon blanc, habite dans une vaste demeure qui surplombe le domaine. Et pour que les maîtres puissent les maintenir dans cette situation, il faut d'abord utiliser la terreur, donc un système extrêmement violent de répression. Et deuxièmement, il faut aussi mettre en place différents systèmes de contrôle de la main-d'œuvre. L'un des systèmes, par exemple, va consister à faire que dans une habitation, il n'y ait jamais un nombre trop important d'esclaves d'une même ethnie, parlant la même langue, ayant la même religion. Le Code noir, rédigé par Colbert, rassemble une série d'articles de loi qui régit le droit absolu des maîtres sur leurs esclaves. L'esclavage est un régime qui était basé sur, ou qui impliquait l'incapacité, qui décrétait l'incapacité des esclaves. Autrement dit, l'esclave, dans le Code noir, n'a pas le droit d'être un père, n'a pas le droit d'être un producteur, n'a pas le droit d'être quelqu'un qui prend des initiatives. Pour pouvoir maintenir les esclaves dans ces activités de production, il vaut mieux avoir une île que d'avoir un continent. La preuve d'ailleurs, c'est que tous les essais qui ont été faits au XVIIe, au XVIIIe siècle, de développer une production sucrière à grande échelle sur les continents, c'est le cas par exemple de la Guyane française, c'est le cas de la Guyane britannique qui s'appelle aujourd'hui le Guyana, ou du Suriname, car les esclaves, une fois qu'on les avait amenés sur le territoire, ils s'enfuyaient dans la forêt. Colonisée depuis le XVIIe siècle, la Guyane est la seule possession française sur le continent sud-américain. Elle a toujours résisté aux Européens. Sa forêt impénétrable devient le refuge des populations autochtones, les Amérindiens, qui souvent font alliance avec les Bushinengués, ces esclaves en fuite qui pendant des siècles ont défendu leur liberté dans la jungle guyanaise. Lorsque les vaches disparaissaient, les colons parlaient de bêtes qui avaient marronné. Et ce terme-là a été ensuite attribué aux esclaves qui disparaissaient des habitations coloniales. Dès qu'il y a eu les premiers esclaves arrivés en Guyane, il y a eu aussi les premiers marrons. Beaucoup d'entre eux retrouvaient d'ailleurs des paysages africains en Guyane. Donc un certain nombre d'entre eux se sont échappés dans la forêt et ont constitué les premiers établissements de marronnage. Ce qu'on appelle Bushinengue, c'est l'ensemble des peuples qui ont marronné, qui ont quitté les habitations pour s'installer en amont des fleuves. Et ces populations vont créer leur propre société, une société qui va puiser des éléments culturels de l'Afrique, des éléments culturels de leurs anciens maîtres, ainsi que ceux des Amérindiens. Et arrivés sur place, ces populations vont quand même domestiquer cet univers forestier et puis vivre avec la forêt et le fleuve marronnier. En 1789, la Révolution éclate en France. Elle bouleverse le monde et les mentalités. Les idées de la Révolution française vont passer les portes, vont faire l'objet de discussions entre colons, entre libres. Il y a une vie politique qui s'est organisée où les informations circulent. Et elles circulent comment? De plantation en plantation, par les petits bateaux qui font les usages domestiques, qui ont toujours existé. C'est donc pas une population qui est ignorante. La population blanche n'est pas ignorante, ça veut dire que la population noire ne l'est pas non plus. Quelque chose change, quelque chose va changer, c'est dans l'air. Ça se passe dans un pays, on ne doit jamais oublier ça, qu'un pays
coloniale. Ça veut dire que des gens qui voient ça, qui entendent ça, la prise de la Bastille, eux, ils sont esclaves. Et ils sont en train, depuis qu'ils sont opprimés, de se battre, et puis ils ratent, et puis ils réussissent, et puis ils ratent, et puis ils réussissent. C'est toute l'histoire des luttes contre l'esclavage. « 1791, c'est le début de la grande insurrection des esclaves de Saint-Domingue, qui deviendra Haïti, qui était de très loin la plus riche, la plus prospère colonie de la France, et pas seulement de la France, c'était le territoire le plus convoité d'Amérique. Cette insurrection générale des esclaves de Saint-Domingue ne sera jamais arrêtée par les autorités françaises. J'ajoute qu'au cours de ce phénomène révolutionnaire en Haïti, les esclaves haïtiens imposent aux autorités métropolitaines d'abolir l'esclavage. 1793 en Haïti. Et ce sont ces décisions qui seront ratifiées ce fameux 4 février 1794 par la Convention nationale qui va abolir l'esclavage, première abolition, et l'étendre à l'ensemble des colonies françaises.